Avant de rejoindre l'EPRS, elle a dirigé le Centre des relations internationales de la Fondation Getúlio Vargas au Brésil et l'Observatoire euro-méditerranéen du Centre hellénique d'études européennes à la fin des années 2000. Elle a obtenu un doctorat en relations internationales de l'Université de Cambridge en 2008 et elle a occupé des fonctions de poste de recherche à l'Université de Cambridge, à l'Université de Sheffield et à la London School of Economics, ainsi que divers postes de visite dans des groupes de réflexion des universités en Europe et aux États-Unis. Je vous laisse encore une dizaine de minutes. Bonjour à tous. Un grand merci à SM et à Rubicon pour m'avoir invité. Je dois commencer en disant deux choses. Le premier est que je vais parler ici pas comme administrateur du Parlement européen, comme officier du Parlement européen, mais vraiment comme moi, une chercheuse du domaine de géopolitique et des relations transatlantiques à beaucoup de temps. Et seconde, que c'est la deuxième fois que Philippe Perchoc m'invite à parler quelque part sans me dire que ça va être en français. Alors, là, ok, la première, c'était pas exactement toi, mais c'était ta recommandation. Alors, je vais essayer en français, mais c'était une surprise pour moi en arrivant ici. Alors, excusez-moi et excusez les fautes, s'il vous plaît. Non, mais on avait dit qu'on était flexible. Hein. Oui, bien sûr. Je rigole un peu. Je vais essayer. Et si ça ne va pas, je vais changer. Et en fait, je dois dire quelque chose qui n'est pas normalement dans ma biographie, mais en écoutant l'accent charmant québécois, je dois aussi dire qu'à l'époque où je faisais mon doctorat, j'ai passé 2 mois magnifiques à Carleton University en Canada, partie d'un programme transatlantique d'études européennes. Alors oui, vraiment, Canada, c'est dans mon cœur. Et je suis très heureuse qu'on connaisse cette occasion aujourd'hui. Parce que, et ici je commence un peu avec le sujet, pour moi, comme quelqu'un qui a travaillé beaucoup en Brésil, les relations transatlantiques, ce sont toujours des relations qui vont au-delà des relations États-Unis-Europe. Et j'ai l'impression à ce moment-là, en fait, l'ancien haut représentant Josep Borrell a aussi dit cela à un moment spécifique, mais c'est important, peut-être plus que jamais, de dire cela aujourd'hui, parce que ce qu'on voit, c'est peut-être, on ne sait pas, je dis toujours, nous sommes seulement à 10 jours, pas encore de l'inauguration de nouveau président, alors tout ce qu'on discute aujourd'hui, c'est des choses qu'on croit qu'on va avoir, parce que tout ce qu'on a déjà vu, ce n'est pas vraiment des actions, c'est des annonces. Et ça, c'est une chose importante. Mais de toute façon, on a un changement dans l'approche traditionnelle des relations transatlantiques, Union européenne, États-Unis, donc le mini-relation. Et je dirais que Trump, c'est une manifestation de ce phénomène, mais ce n'est pas aujourd'hui, au janvier 2025, où on voit ça. On a eu la présidence Trump 1, on a eu la présidence Obama. Pendant la présidence Biden, on a eu quelques éléments de cela qui étaient traditionnels, mais si on voit l'époque, les années Obama, les années Biden, alors 2020-2024, sont des années intéressantes parce que c'est un peu comme un retour à l'histoire. On a une guerre avec la Russie et l'Occident, et on a un peu un retour de cette approche traditionnelle. Le West versus the East, la Russie versus la communauté transatlantique. Là, on a un peu une sortie de ce changement dont j'avais parlé, de la tendance qui change, mais au domaine technologie et commerce, on a en même temps de nouveau ce phénomène de changement, de compétition, peut-être du fin de l'assumption que l'Union européenne, l'Europe et les États-Unis sont un partenariat au-delà de tout conflit. Et ça, je crois, c'est important. Alors, on est dans ce moment de changement. Dans le domaine des relations internationales, c'est très bien aujourd'hui d'être avec les académiques parce que je peux parler de ça. Il y a un phénomène de institutional inertia institutionnelle. Merci. Et je crois que
que beaucoup de ce qu'on voit, nous sommes dans un moment de ça, un moment où il y a de changements, mais on essaie de maintenir le paradigme qu'on connaît. Et je crois que ça, on voit cette grande tendance des États-Unis d'ouvrir au Pacifique, à l'Asie, dès 2009-2010, de la crise économique financière globale, en fait. Et il y a une inertie du système global et de l'Europe et même des États-Unis de sortir de cela. Mais c'est comme un grand système de pression. Les pressions viennent de la géopolitique internationale et on essaie de se débrouiller, de fonctionner dans ce système-là. Je crois que ça, c'est le moment géopolitique. Et ça, pour retourner au point initial, c'est important de dire dans un contexte Canada, Amérique latine, etc., parce que je crois que maintenant, pour l'Union européenne, c'est plus évident que jamais dans les 5 années passées, que la commission antérieure, que l'Amérique c'est un continent, il y a beaucoup à faire avec beaucoup de partenaires, avec le Canada, avec l'Amérique du Sud, et maintenant qu'on voit les premières pas de la politique et des annonces du président Trump, on voit aussi que pour lui, sa politique externe, me semble, qu'il y a beaucoup à faire avec l'hémisphère ouest, le Western Hemisphere. Le Ouest, le Est, c'est toujours difficile. L'hémisphère Ouest. Alors, il a un focus sur les Amériques. On voit ça avec ses premières réactions à la crise migratoire avec l'Amérique centrale. On voit ça avec l'événement de cette semaine avec la Colombie. On voit ça avec tout ça qu'il a dit par rapport au Canada, au Mexique, et même la Groenlandie, c'est un peu au milieu de l'Europe et de l'Amérique. Alors, toute cette focus sur les Amériques de Trump signifie que l'Union européenne aussi, l'Europe et les autres acteurs doivent voir les Amériques comme dans leur intégrité. Et ça, je crois, c'est une première action. 4 minutes encore? Pour le 4. 4, OK. Vous avez sans montre, mais habit. Mais OK. Ça, c'est comme, parce que je suis la première, je ouvre un peu le sujet. Parlons de relations transatlantiques et Trump 2.0. Je veux seulement faire les points parce que je suis sûre que le panel va parler sur tous les sujets auxquels je veux me référer. À quoi est-ce qu'on doit penser comme Union européenne, comme Europe, à part cela que j'ai déjà dit sur l'approche plus globale de la politique externe? Première chose, je crois le multilatéralisme. Multilatéralisme dans le sens il y a de nouveau, la crise économique mondiale, une nécessité de réformer le système multilatéral, mais c'était toujours piecemeal, un peu ici, un peu là. Mais ce qu'on voit aujourd'hui avec Trump 2, le retraite, les annonces, parce qu'il n'y a pas le retraite encore, ça c'est une chose très légale. L'executive orders, ça va prendre une année au moins pour implémenter. Mais l'intention de sortir de l'Organisation mondiale de santé, du accord pour le climat, le scepticisme par rapport à l'OTAN et l'approche transactionnelle, la congélation de financement et aid, humanitarian aid. Tout ça, c'est le système multilatéral. Ce sont les Sustainable Development Goals. Ils sont dans le centre de l'action externe de l'Union européenne. Alors, on doit voir vraiment comment on va gérer tout ça. Seconde chose, la défense. Et ici, je veux dire défense et résolution des crises internationales. Nous sommes dans un environnement géopolitique où il y a en premier la guerre de la Russie à Ukraine. On a la situation en feu dans l'Orient moyen. C'est pas seulement Gaza, c'est le Liban, c'est Syrie, c'est beaucoup. On a un Iran qui pense à son programme nucléaire. On a déjà 9 ou 10 guerres civiles dans l'Afrique dans les 2 années qui ont passé. On a une situation de sécurité maritime qui est très inquiétante. On a un space race qui maintenant revient beaucoup. On a quelqu'un qui était hier dans la conférence spatiale européenne m'a dit c'est la première année qu'on parle plus de défense, qu'on parle de défense de l'espace civil. Alors tout ça, c'est très important et on doit voir avec Trump comment ça peut se faire d'une manière au moins pas compétitive parce que collaborer c'est une chose, mais ça
mais on va devoir voir aussi comment ça va se résoudre. Et ça a beaucoup à faire avec ce qu'on appelle l'autonomie stratégique, un terme que moi, personnellement, je croyais il y a un an qu'on avait abandonné, peut-être qu'on devait, mais avec Biden, mais maintenant, et peut-être Sven va parler de ça, on revient là. Relation avec le Sud global, ou ce qu'on appelle Sud global, je crois que ça sera important. C'est une approche que l'Union européenne a déjà commencé au secteur de commerce, mais au secteur de défense, au secteur de sécurité, aussi lié, pas à défense propre, mais à la sécurité, parce que pour travailler avec, pour résoudre les crises, ou stabiliser les crises, ou prévenir les crises, dans le cadre de l'ONU, mais aussi régionalement, les partenaires dans les régions de conflit sont très importants. Et ce sont ce partenaire, ce pays qu'on appelle le pays du Sud global. On fait dans nos services annuellement un bilan de paix et sécurité dans le monde. Et pour 4 ans maintenant, on voit les régions de conflit. Les régions les plus hautes sont l'Asie du Sud et l'Afrique centrale. Alors, travailler avec le partenaire dans les régions-là, très important et urgent. La liste a aussi promotion de démocratie, commerce et technologie, et en général une grande question sur le futur de notre de l'interprétation de ce qui est démocratie et le lien avec la technologie. Mais comme je n'ai pas de temps, j'ai seulement laissé une laundry list ici et je suis sûre que les autres orateurs vont parler de tout ça. Et j'espère que le français c'était suffisant. Merci. Et d'ailleurs, l'audience aura la chance de poser des questions sur l'opportunité des points que nos conférenciers et conférencières abordent aujourd'hui en si peu de temps. Nous allons passer donc maintenant à David Casier, que je remercie d'être ici, qui est chercheur en sécurité européenne à l'IRSEM et docteur en sciences politiques de Sciences Po Paris, spécialiste de politique étrangère et de sécurité des États européens. Il concentre notamment ses recherches sur l'Europe centrale, les politiques européennes à l'égard de la Russie et de l'Ukraine et les dimensions internationales du populisme. Il a publié de nombreux articles sur ces sujets dans les revues à comité de lecture, ainsi que des analyses de recherche appliquées et des contributions au débat public. Il a co-dirigé Russia's Foreign Policy, publié en 2015 chez Paul Gray. Et par le passé, David Cadier a occupé des postes de chercheur sur contrat et d'enseignant aux séries Sciences Po et à la London School of Economics. Il a par ailleurs été chercheur invité à la Fletcher School of Diplomacy de l'Université Zeiss à Johns Hopkins, l'Institut tchèque de relations internationales et à l'Institut polonais de relations internationales. Merci beaucoup, David. Merci, Justin. Merci, Justin. Merci à RSM Europe et Rubicon de l'invitation. J'ai beaucoup moins de mérite qu'Elena à m'exprimer en français. Je vais quand même faire une présentation. Je vais essayer de tenir dans les 10 minutes pour m'interroger sur la question suivante. De quoi Donald Trump est-il le nom en politique étrangère? C'est une question, je pense, qui a tenu éveillé pas mal de diplomates, chercheurs et journalistes ces derniers mois. Et je vais l'aborder par le prisme de mes recherches sur la politique étrangère des gouvernements et des leaders populistes. En écoutant le discours d'investiture des spécialistes de la politique américaine, on peut voir des traces de l'histoire diplomatique américaine. Ma collègue Maud Kessar, par exemple, m'a dit qu'elle avait lu du Reagan, du Theodore Roosevelt et d'autres présidents américains que je ne connais pas. Pour ma part, ce que j'ai noté, par exemple, c'est qu'à un moment, Donald Trump a souligné qu'il était important que les Américains arrêtent d'avoir honte de leur pays et de leur histoire. Ce qui a tout de suite évoqué la Pologne et le précédent gouvernement de droit et justice qui était rentré en campagne dans une politique mémorielle pour remettre en cause ce qu'ils appelaient la pédagogie de la honte du gouvernement précédent. De la même manière, Donald Trump a parlé de révolution du bon sens ou du sens commun, qui était un slogan de Matteo Salvini. Donc, je vais essayer de m'interroger sur qu'attendre de la politique étrangère de Trump et quelles sont les conséquences pour l'Europe, pour la relation transatlantique à travers ce prisme du populisme. Le premier point que je souhaiterais faire, c'est que le populisme ne se traduit pas en des idées claires, précises et programmatiques en politique étrangère. Souvent, les populistes sont plutôt désintéressés que révolutionnaires en politique internationale. Néanmoins, ils s'appuient sur une pratique politique en politique intérieure qui a des répercussions sur la politique étrangère, des conséquences de 3 sortes.
D'abord, le populisme amène souvent à une politisation accrue de la politique étrangère. C'est-à-dire que le populisme est une stratégie de mobilisation de la base dans une logique désinstitutionnalisée et antagoniste. C'est-à-dire souvent non pas pour quelque chose, mais contre quelque chose, souvent contre l'establishment et contre les adversaires politiques. Et comme il est désinstitutionnalisé, il y a besoin de faire cette mobilisation constamment. Et donc, gouverner pour des populistes, c'est être en campagne permanente. L'autre point, c'est que cette obsession en fait, contre les adversaires politiques fait que la politique étrangère va être mise au service de ces combats politiques. Et c'est vraiment ce qu'on voit, on a vu ce qu'on va voir chez Trump lorsqu'il parle des ennemis de l'intérieur et d'autres sujets. Concrètement, cette politisation prend différentes formes en politique étrangère. La première, c'est que les leaders populistes ont tendance à définir leurs orientations de politique étrangère en opposition de leurs prédécesseurs non populistes. Durant son premier mandat, Donald Trump s'était fait fort de démonter les initiatives diplomatiques qui portaient la signature de Barack Obama, que ce soit l'accord de Paris, l'accord avec l'Iran, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on le voit encore que une des choses, un des objectifs de Donald Trump sera de faire le contraire de Joe Biden. Et beaucoup de diplomates européens à Washington sont en train de se dire comment vendre une politique à l'administration Trump. Le mieux, c'est peut-être de dire que Biden était contre. En fait. Et c'est quelque chose, je pense, qui va durer. L'autre chose, c'est que les leaders populistes ont tendance à utiliser la politique étrangère pour faire apparaître leurs adversaires comme incompétents ou comme des traîtres. Et ce qui fait que, à contrario, dans le staffing, dans les nominations au sein des institutions de politique étrangère, il va y avoir un réflexe à la purge, à essayer de remercier tous ceux qui peuvent, de près ou de loin, avoir été vus comme proches de l'administration Biden. Le Pentagone, le département d'État sont en train de se préparer à des secousses de ce point de vue-là, du point de vue de l'administration Biden. Troisième, à mon avis, avatar du populisme en politique étrangère, vient en fait de la reconceptualisation des identités de politique étrangère. Le populisme est un discours d'altérité. Il s'agit en fait de construire l'identité du peuple comme laissé pour compte, en l'opposant à l'identité des élites comme un pouvoir inique. Et ceci, en fait, déteint sur la politique étrangère de deux façons, dans le sens où les gouvernements populistes vont, dans leur représentation du peuple et de l'identité du peuple, vont parfois convoquer des acteurs de politique internationale. Je vous donne un exemple. Encore une fois, dans le cadre du gouvernement de droit-justice de la Pologne, le gouvernement de droit-justice se faisait fort de tout le temps essayer d'associer l'opposition de la plateforme civique à l'Allemagne, en particulier à l'Allemagne nazie. Et donc, ce réflexe de politique intérieure, en fait, déteint et compliquait les relations diplomatiques avec l'Allemagne. Donc, on peut s'attendre à ce que Trump fasse la même chose. Et l'autre conséquence de cette mobilisation en fait, du populisme comme discours, c'est de reproduire l'opposition entre laissés-pour-compte et élite au niveau international. Et Martial en a parlé tout à l'heure, c'est pour ça que Trump, tout en étant la première puissance mondiale, va réussir à présenter les États-Unis comme laissés-pour-compte de la politique internationale, laissés-pour-compte de la globalisation, et avoir des alliés qui prennent avantage, en fait, des États-Unis. Quelles conséquences pour l'Europe? Premièrement, les purges, en tout cas les remaniements et le noyautage des institutions de politique étrangère aux États-Unis vont faire que les États-Unis seront un acteur diplomatique probablement plus compliqué à manœuvrer. Il sera plus difficile, notamment par exemple, de lancer des grands processus de résolution de paix à la Dayton sous cette administration. Ensuite, il y aura un risque pour les Européens, c'est d'être associés à l'administration Biden. Mais là-dessus, ils sont tous sur le même plan parce que l'administration Biden a réussi à avoir d'excellentes relations avec tous les Européens. Je me souviens d'un ambassadeur allemand basé à Varsovie qui disait « Lorsque je parle à mes interlocuteurs polonais, je suis surpris par le fait qu'ils soulignent qu'ils pensent avoir une relation privilégiée avec l'administration Biden. Mais nous, Allemands, on pense exactement la même chose et je crois que les Français également. » Donc, il y avait une capacité de l'administration Biden à être très proche de tous les Européens et à laisser penser à tous les Européens qu'ils sont tous très importants. Pas sûr qu'on verra ça sous Donald Trump. L'autre chose, c'est que cette primeur accordé à la politique intérieure fera qu'en fait, la meilleure façon
de jouer sur la politique étrangère américaine sera de passer par la politique intérieure. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire des ingérences dans la politique américaine, mais passer par le Congrès ou surtout penser à comment Trump pourra vendre politiquement le moindre projet qu'on cherche à lui faire passer. Et enfin, et à mon avis c'est plus fondamental quand je parlais de ce discours performatif populiste, il y a un risque, ça a été évoqué, et à mon avis ça va être de plus en plus le cas, une redéfinition en fait des bases presque normatives et ontologiques de la relation transatlantique. Une redéfinition des images des Européens et des Américains, des rôles des Européens et des Américains dans cette relation atlantique. Parce que selon moi, l'atlantisme, justement, est ce qu'on appelle en sciences sociales un référentiel, c'est-à-dire un logiciel fait de mythes, de récits, de rites, de symboles. Et l'atlantisme, en fait, a presque pris une vie en tant que telle, indépendamment de la réalité de la politique étrangère américaine. C'est-à-dire que c'est devenu institutionnalisé dans les discours, dans les pratiques, dans les institutions. Et ce n'est pas nouveau. Je pense, par exemple, encore une fois, avec mon tropisme centre-européen, par exemple, à la lettre ouverte qui avait été envoyée à l'administration Obama en 2008-2009 par plusieurs leaders d'Europe centrale, qui justement se plaignaient de la réorientation à venir de la politique étrangère américaine sous Obama, à la fois par rapport à la Russie et par rapport à l'Europe, et qui demandaient en fait que la politique étrangère américaine corresponde à l'image qu'ils en avaient. C'est ce qui risque, à mon avis, de se passer. La question pour les Européens, c'est dans quelle mesure on sera capable de mettre à jour le logiciel atlantiste face à cette nouvelle configuration et est-ce qu'il sera possible notamment de redéfinir cette relation. Face à ça, et c'est mes derniers points, il y a 3 réflexes qu'on commence à voir en Europe. Il y a des signes des 3 à voir vers quelle direction on va prendre. Premier réflexe, c'est un réflexe de dissonance cognitive, c'est-à-dire de rejeter la réalité du changement à Washington. Je crois que tu as parlé du syndrome de l'autruche tout à l'heure, c'est un petit peu cette idée. À mon avis, je suis d'accord avec toi, ça serait une erreur parce que c'est pas simplement une tempête Trump, mais c'est l'annonce du changement climatique, à savoir un retrait progressif des États-Unis de la sécurité européenne. C'est ce qu'on a vu non seulement dans l'élection de Trump, mais aussi dans ce que la communauté politique américaine est en train d'exprimer. Deuxième réflexe possible, alors bon, j'ai trouvé des labels un peu pompeux ce matin. Deuxième réflexe possible, l'obséquiosité compulsive, ce qui consisterait à chercher à plaire ou à apaiser Donald Trump par exemple, en achetant des armes américaines ou en achetant du gaz LNG américain. Ça consisterait, et malheureusement on commence à le voir, pour les Européens à se presser en ordre dispersé à Mar-a-Lago. Ça serait en fait de faire une relation transatlantique assez transactionnelle. Troisième possibilité plus optimiste, ça serait l'émancipation progressive, ou en tout cas la responsabilisation progressive, c'est-à-dire à commencer à avoir une majorité sur les questions stratégiques, ce qui ne veut surtout pas dire abandonner le partenariat avec Washington, surtout pas dire essayer de réduire la coopération avec Washington en matière de sécurité et de défense, mais le faire sur des bases d'intérêts stratégiques européens définis a priori. C'est-à-dire ne pas traiter la relation transatlantique ou le maintien d'une présence américaine en Europe comme une fin en soi, mais comme un instrument pour la réalisation des intérêts stratégiques européens qui doivent encore une fois être définis a priori, collectivement, et qui la plupart du temps sont alignés avec les intérêts américains, mais ce n'est pas toujours le cas. Je pense que sur l'Ukraine, notamment, il risque d'y avoir des frictions. Ce qui est proposé notamment par quelques pays européens en ce moment, à savoir l'idée d'envoyer une force expéditionnaire en Ukraine après un cessez-le-feu, justement répond à cette logique d'envoyer un signal à Washington, d'envoyer un signal à Trump pour dire nous sommes prêts à faire plus pour notre sécurité, nous voulons contribuer à la solution, et par ce biais, nous voulons avoir une place autour de la table. Mais pour avoir une place de la table, il faut encore une fois que les intérêts collectifs et les finalités européennes soient définis en tant que tels par les Européens. Et je pense que cet exemple, et j'arrive à ma conclusion, justement souligne quelque chose de l'atlantisme à l'ère Trump, c'est que être atlantiste, ça voudra souvent dire faire des choses sans les Américains. C'est cette idée de cette force expéditionnaire où on fait des choses potentiellement, alors pas d'un point de vue stratégique sans les Américains, mais c'est-à-dire où les Européens devraient avoir une force de proposition.
Donc, 2 points en conclusion. Premier point, cette interrogation sur est-ce que la relation transatlantique peut survivre sans un substrat normatif et sans des valeurs communes. Encore une fois, quand Donald Trump parle d'annexer le Groenland pour promouvoir la démocratie dans le monde, on voit qu'il risque d'avoir une certaine dissonance dans la compréhension de la promotion de la démocratie. Et deuxième point, j'ai abordé Trump par le biais du populisme, mais évidemment, Trump n'est pas seulement populiste, c'est aussi un businessman. Et par exemple, pour revenir à l'Ukraine, je pense que là-dessus, son biais populiste fera qu'il voudra absolument un deal, peu importe la nature du deal, simplement un deal qui pourra vendre politiquement sur la scène politique intérieure. Mais son aspect businessman fait, et il y a des choses qui ont commencé à fuiter hier avant-hier dans la presse ukrainienne là-dessus, à voir si c'est apocryphe ou pas, mais fait que Trump probablement voudra continuer à vendre des armes à l'Ukraine. Donc pas de démilitarisation de l'Ukraine, mais souhaitera que les Européens en fait payent pour ces armes et pour la construction de l'Ukraine. Donc il y aura une tension entre une demande d'autonomie stratégique européenne, mais pas au point non plus de développer nos propres programmes. Voilà, et je m'arrête là et j'ai hâte d'écouter mes copanettes. Merci David. On pourra d'ailleurs continuer la discussion sur l'Ukraine au panel suivant après le déjeuner. Merci pour ces lumières, merci pour ces concepts complexes, peut-être nouveaux. On verra si la flatterie gagnera à l'émancipation stratégique de l'Europe, lequel est plus facile, vous pensez? Ça reste à voir, mais j'ai mon idée. On va passer maintenant à Alexander Lanoska, qui est professeur agrégé dans le département de sciences politiques de l'Université de Waterloo. Il est chargé de recherche au Conseil de géostratégie et à l'Institut Macdonald-Laurier, ainsi que professeur invité au Collège d'Europe à Natonac en Pologne. Ses recherches portent sur la coopération sécuritaire et la politique de la défense avec une spécialisation régionale en Europe. Il a publié de nombreux articles scientifiques, notamment dans International Security, International Affairs et Security Studies. Il est l'auteur du livre Atomic Assurance, publié en 2018 à Cornell, et Military Alliances in the 21st Century, il a publié en 2022. Merci Alexandre pour la parole. Tout d'abord, je voudrais remercier le Rubicon et personne de m'avoir invité à ce symposium. Alors, en répondant à la question quel diagnostic, je veux souligner mon sentiment de déjà-vu et mon souci sur la divergence économique entre les États-Unis et ses alliés de l'OTAN. Je commence avec mon sentiment de déjà. Bien sûr, Trump est de retour à la Maison-Blanche et on s'inquiète de nouveau de l'impact de sa nouvelle administration sur les relations transatlantiques. Même si on ignore Trump un instant et considère simplement que les républicains sont de retour au pouvoir, on peut constater que certains vieux débats que l'on a eu à propos de Trump 1.0, George W. Bush ou même Ronald Reagan ont refait surface. On connaît bien le thème. Les États-Unis deviennent unilatéraux, ils préfèrent les coalitions of the world, ils renoncent aux accords environnementaux, ils divisent les alliés européens sur la base de la vieille Europe et de la nouvelle Europe, pour reprendre les termes de l'ancien secrétaire à la Défense. Ils sont beaucoup plus à l'aise avec une politique étrangère musclée qu'avec une politique qui met l'accent sur la loi internationale ou bien la coopération multilatérale. Ils expriment un profond scepticisme à l'égard des lois internationales et des organisations internationales. Donc, on observe l'inquiétude, voire l'indignation à Bruxelles, à Paris, à Berlin et ailleurs. Cela étant dit, je ne veux pas nier le penchant de Trump à enfreindre les normes domestiques bien internationales et à dire des choses profondément inquiétantes, surtout contre les immigrés, ses opposants politiques ou bien le libre-échange. Il est aussi, je dirais, très incompétent aussi. Cependant, je serais tout aussi négligent si je pouvais m'empêcher de penser qu'il y a un certain cycle historique. De temps en temps, les États-Unis ont un président que beaucoup considèrent comme imprudent. Parfois, c'est bien justifié, mais chaque fois que ça arrive, on s'interroge
sur la santé des relations transatlantiques. On se demande ce que l'on peut faire pour préserver les intérêts européens ou bien canadiens. Et en plus, on s'inquiète de la manière dont le président, en particulier s'il est républicain, peut reconstruire les forces américaines en Europe. Naturellement, comme dans le passé, comme on a marqué ce matin, il n'existe pas un point de vue unique en Europe. Certains d'entre nous en Europe peuvent même apprécier le changement à la Maison-Blanche, même si on n'aime pas certains amis que Trump a, comme Viktor Orban, par exemple. Alors que quelques-uns voient la nouvelle fermeté de la politique étrangère comme téméraire ou bien dangereuse, d'autres l'aperçoivent comme nécessaire. Pour eux, l'administration Biden était trop prudente et trop prévisible. Ce qui a endormi certains membres de notre communauté transatlantique en leur faisant croire que tout allait bien, alors que ce n'était manifestement pas le cas, en particulier avec la Russie en marche en Ukraine. L'administration Biden a également commis sa part d'erreur, franchement. Sans parler de ses tendances protectionnistes, elle n'aurait pas dû relâcher la pression sur Nord Stream 2. Elle n'aurait pas dû proclamer sa volonté d'avoir une relation stable et predictable avec la Russie face à un renforcement militaire près de l'Ukraine en 2021. Il aurait pu élaborer une stratégie pour que l'Ukraine gagne lorsqu'il était clair que la Russie pourrait être résistée militairement. En tout cas, on dit alors que le retour de Trump inaugure une nouvelle période d'incertitude. Je ne suis pas d'accord, franchement. Je pense que nous savons à quoi nous attendre. Compte tenu de l'histoire de Trump, premier, et d'ailleurs des autres présidents républicains. L'Europe sera de plus en plus sollicitée pour faire plus pour sa propre sécurité. Ces demandes sont fondamentalement raisonnables, même s'ils sont formulés d'une manière indigne. L'Europe sera de plus en plus appelée à s'adapter aux défis posés par la Chine. Je dirais que ces demandes sont fondamentalement raisonnables. L'Europe sera appelée aussi à s'être dérivée. De plus, même si nous sommes incertains à propos de Trump, nous ne devrions pas être incertains à l'égard de la Russie. Elle attaque l'Ukraine sans cesse et attend son agression contre l'OTAN par le biais de sabotage, surtout dans la région de la mer Baltique. Trump ou pas, l'Europe devrait assumer sa responsabilité principale de résister à l'agression russe sur son propre territoire et contre ses propres intérêts. Se soustraire à cette responsabilité ne ferait pas encourager à se comporter d'une façon optimiste comme on le voit. Mais j'ai mentionné au début en passant qu'il y a une certaine divergence. Si je suis franc, ce qui m'inquiète, je m'inquiète moins de Trump que de la capacité de l'Europe à se défendre. Au fait, ce qui m'inquiète surtout, c'est la situation économique. Et cela s'applique tout aussi bien au Canada. On parle un peu de ça ce matin avec le discours du directeur. En effet, les États-Unis s'enrichissent alors que les économies du Canada et de l'Union européenne stagnent. Historiquement, si l'économie américaine se portait bien, celle du Canada se portait bien aussi. Cependant, depuis 2001, il y a une divergence entre le Canada et les États-Unis en matière de productivité du travail. Sans côté, le Canada a du mal à retenir les travailleurs qualifiés et à améliorer les incitations à l'adoption de nouvelles technologies. En Europe, on peut dresser un tableau similaire. Selon le rapport d'AI publié l'année passée, le secteur technologique est responsable de l'écart de productivité entre l'Union européenne et les États-Unis, étant donné la capacité de l'Union à profiter de la révolution numérique. Seulement 4 des 50 plus grandes entreprises technologiques du monde sont basées en Europe.
De nombreuses startups européennes qui prospèrent partent éventuellement aux États-Unis. En bref, en termes économiques, les États-Unis laissent derrière eux leurs alliés de l'OTAN d'une manière qui n'était pas le cas auparavant. Certes, ceci n'est pas une situation de déjà-vu. Pendant la majeure partie de la guerre froide, il y avait plutôt une convergence économique, si l'on considère les 30 glorieuses ici en France et le Wirtschaftswunder en Allemagne, le miracle économique en Allemagne du Ouest. L'avantage pour le Canada et l'Europe est le suivant. S'ils souffrent économiquement en ce moment, la Russie est pour sa part, écrasée économiquement en raison de la guerre en Ukraine. La Russie devient un pays pauvre, en bref. Pourtant, la divergence économique entre les États-Unis et leurs alliés n'est pas de bon augure pour la poursuite collective de la puissance militaire. Le Canada et les pays européens doivent investir dans la défense, qu'il s'agisse de 2%, 2,5% ou même plus de leur PIB. Le problème est que, compte tenu de la stagnation de la croissance économique, le dilemme entre les armes et le beurre pourrait s'intensifier et la capacité d'investissement dans la défense ou bien la volonté pourrait diminuer. Et on ne parle pas de l'anthropologie non plus. Ce sera un gros problème que peu importe qui président aux États-Unis. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est beaucoup cette présentation, tout à fait dans la continuité de nos intervenants précédents. Et on va terminer ce panel avec Sven Biscop. Si donc je cherche, voilà ma gueule, je suis désolé. Alors, donc bonjour, merci d'être avec nous, qui a étudié la science politique et a obtenu son doctorat à l'Université de Gand, où il est aujourd'hui professeur et enseigne la grande stratégie de l'Union européenne et des autres grandes puissances, ainsi que la politique étrangère et de défense de la Belgique. Il est également directeur du programme L'Europe dans le monde à l'Egmont, l'Institut royal des relations internationales à Bruxelles, le groupe de réflexion associé au ministère belge des Affaires étrangères. Sven est membre de l'Académie royale des sciences d'outre-mer de Belgique et membre honoraire du Collège européen de sécurité et de défense. Il intervient régulièrement à l'Académie royale militaire de Bruxelles et à l'Université populaire de Chine à Pékin, où il est chercheur principal. Ses deux derniers ouvrages sont Grand Strategy in 10 Words, qui est publié à Bristol University Press en 2021, et This is Not a New World Order, publié à Osprey Press cette année, donc l'année dernière en 2024. Sven a été décoré de la croix du commandeur de l'ordre de la couronne du Royaume de Belgique et de la grande décoration d'honneur de la République d'Autriche. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci, oui. Merci pour l'invitation. Nous sommes voisins, évidemment. Nous sommes autour du coin. Jusqu'à quelques années, Egmont était en effet dans l'autre côté de ce même complexe rue de Namur. Mais là, nous avons les locaux au sein du ministère. Mais mentalement, nous avons la liberté la libre circulation, pour ainsi dire. Oui, quand on a un président américain qui réclame tout le Canada, Groenland, tout le Panama, ça semble être pas très normal. Mais on peut aussi dire, si on prend la vue historique, 2000 ans de politique de grande puissance, c'est très normal. C'est ce que les grandes puissances font. C'est ce dit de la guerre du Péloponnèse. Les forts font ce qu'ils veulent et les faibles souffrent ce qu'ils doivent. C'est exactement ça. Donc peut-être la conclusion doit être que, possiblement, très doucement, la relation entre les États-Unis et l'Europe évolue vers une relation normale. Malheureusement, normale ne veut pas dire facile ou agréable. Normal, ça veut dire transactionnel, basé sur l'équilibre des puissances. Je pense qu'on s'est réalisé que nous vivons, ici en Europe occidentale, une période qui est historiquement pareille, exceptionnelle. 80 ans de paix, c'est l'exception. L'alliance qui dure avec les États-Unis depuis 1949, c'est l'exception. Je ne pense pas qu'il y ait une alliance
dans l'histoire qui a perduré pour presque 80 ans. Donc, je ne vais pas être fataliste ou pessimiste. Ce n'est pas dit que cette alliance doit se terminer. Ou ça peut en tout cas prendre encore du temps. Et je pense que, oui, on doit se réaliser que dans beaucoup de sens, les États-Unis se comportent comme la Chine, comme la Russie même, dans sa politique étrangère, certainement vis-à-vis des pays tiers, et peut-être de plus en plus vis-à-vis de nous-mêmes. Et malheureusement, c'est peut-être ça la normalité, si on regarde l'histoire de la politique internationale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et en me basant sur votre scénario-là, bon, je ne pense pas qu'on doit être trop timide, hein, parce que on va juste encourager Trump si on est trop timide. Donc, on doit s'affirmer nous-mêmes et affirmer nos propres priorités. Je pense, a priori, ça veut dire poursuivre nos propres stratégies vis-à-vis des grandes puissances, vis-à-vis de la Chine notamment. Je pense pas qu'on doit, nous, automatiquement suivre une politique américaine vis-à-vis de la Chine si on la juge aux confrontations. Malheureusement, la Chine elle-même ne nous donne pas beaucoup de raisons pour avoir beaucoup de confiance dans la possibilité de développer, d'approfondir les relations avec la Chine. Jusque-là, les dernières années, on a eu beaucoup de jolis mots, mais presque aucune vraie collaboration réelle avec la Chine. Je sens que maintenant, à Pékin, elles deviennent quand même un peu nerveux, et aussi parce que dans un deal potentiel entre Trump et Poutine, la Chine sera un peu isolée, mais en même temps, où sont les propositions concrètes de la Chine vis-à-vis de l'Europe? Donc, c'est pas comme si la Chine est une alternative pour les États-Unis. Évidemment pas. Je ne dis pas non plus qu'on doit être à moitié distance entre les deux, mais on ne doit pas juste suivre la politique de Washington vis-à-vis de la Chine. Deuxièmement, on doit affirmer notre position sur l'Ukraine et sur la Russie. N'importe ce que Trump propose, je crois que nous, on doit être clair. L'Ukraine est un candidat européen et on doit vraiment sincèrement s'y mettre pour réaliser ça. C'est pas gagné, c'est pas acquis. Et ce projet peut échouer. Ça dépend pas seulement de nous, ça dépend de l'Ukraine même aussi. Mais on doit être sérieux. Et ça veut dire n'importe quel arrangement il y a, c'est à nous d'assurer que ce qui reste de l'Ukraine survit comme État souverain et indépendant. Ça veut dire que c'est à nous, si nécessaire, de garantir la sécurité de l'Ukraine. Si par exemple Trump proposait la neutralité ou même des limites sur les forces armées ukrainiennes, je pense que c'est à nous de dire non, ça ne se fera pas. Et si les Américains ne veulent pas garantir leur sécurité, alors on le fera nous. Et ce ne sera pas l'Européen en tant que tel, mais ça pouvait être une coalition de pays européens. La France, la Pologne, le Royaume-Uni, qui donnent la crédibilité à ce propos en projetant leurs troupes sur le sol ukrainien, juste derrière l'Ukraine. Et dans un sens, comment dire, on peut en tout cas pas vraiment écarter l'OTAN, même si Trump dirait à son ami Vladimir, pas de souci, j'utilisais mon veto, l'Ukraine n'entrera pas à l'OTAN, mais dans mon scénario, imaginons-nous qu'il y a des troupes françaises, britanniques, polonais et autres sur le sol ukrainien, and Putin calls our bluff. Donc la France, le Royaume-Uni et la Pologne sont en guerre avec la Russie. Est-ce que l'OTAN va dire, désolé, mais on n'est pas impliqué. Donc, ou bien les États-Unis entrent quand même dans la mêlée, ou c'est la fin de l'alliance. Donc, peut-être qu'on se sent trop faible nous-mêmes. On a peut-être plus de cartes dans la main qu'on le pense. Ça veut aussi dire que n'importe quel deal Trump fait avec Poutine, nous, on ne va pas normaliser la relation avec la Russie, pour autant qu'il n'y a pas de solution acceptable pour l'Ukraine. On ne va pas nous rouvrir Nord Stream 1 et 2 et racheter du gaz russe, c'est fini ça. Au moins pour autant que Poutine est là. Et finalement, et troisièmement, ça veut dire investir dans notre défense. J'ai déjà souvent dit, je pense que nous, en Europe, on a perdu un peu la compréhension de ce que c'est une alliance.
Une alliance, ça ne veut pas dire, dès que j'ai le moindre problème, j'appelle mon allié et il vient le résoudre pour moi. Ça s'appelle protectorat. Et si on se comporte comme un protectorat, il ne faut pas être étonné qu'à la fin, on est traité comme un protectorat. Ce ne sont que les forts qui puissent conclure des alliances bénéficielles, parce que ça vaut la peine de les avoir comme alliés. Les faibles qui veulent des alliances, ils en payent le prix. Et ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, évidemment, on doit, nous, essayer de maintenir en vie cette alliance, mais ça ne dépendra pas de nous, ça dépendra des Américains. La question n'est pas est-ce que les Européens sont toujours atlantistes, la question est est-ce que les Américains resteront atlantistes ou pas. Une vraie alliance, c'est une alliance équilibrée. Donc, c'est à nous, je pense, de construire ce fameux pilier européen de l'OTAN dont tout le monde parle maintenant ici à Bruxelles. Mais personne ne sait ce que c'est. Personne ne le définit. Hein, pour l'anecdote, mais j'avais écrit aussi moi-même là-dessus. J'étais invité par la délégation belge à l'OTAN de donner une lunch lecture. Alors, tout le monde autour de la table, tout le monde disait, ah non, mais on ne peut pas dire ça. À l'OTAN, le mot pilier, c'est tabou. Il n'y a qu'un OTAN et il n'y a pas de pilier. OK. 2 semaines après, je suis à une grande conférence du IISS à Prague. Premier panel, premier orateur, ministre de Défense de la Lituanie, qui dit il nous faut un pays européen à l'OTAN. Alors, je reçois la parole, je dis ministre, je suis tout à fait d'accord, mais je viens de l'OTAN et on m'a dit qu'on ne peut pas le dire. Donc, juste pour illustrer, quelqu'un devra prendre l'initiative. Le pilier ne va pas tomber du ciel. On doit définir ce que c'est et on doit le faire. Moi, le pilier européen de l'OTAN, ce n'est pas une nouvelle structure. Il n'y aura pas de logo ni de site web, mais il sera construit dans les faits si nous, on se dote des capacités qui, jusque-là, seuls les Américains contribuent à l'OTAN. Donc, quelqu'un doit prendre l'initiative, les planifier. J'en discutais avec Frédéric Moreau avant le début, et ça sera le pilier européen de l'OTAN. Donc, dernier mot, tout ça me semble faisable, mais vraiment seulement si on reste unifié. On n'est pas unifié, parce qu'il y a tous ces populistes qui veulent le pouvoir, et si eux essayent plutôt d'apaiser Trump ou même de l'aider, s'ils se font instrumentaliser par Trump, qu'est-ce qu'on fera nous? Alors la seule alternative sera une coalition d'États européens, que eux prennent le lead pour créer un contrepoids. Et peut-être pas seulement des pays de l'Union européenne, mais y inclut le Royaume-Uni, qui sous le gouvernement travailliste est beaucoup plus pragmatique. Je veux dire, au moins au Royaume-Uni, on a un retour à la normalité aussi. Maintenant, merci à tous toutes, pour vos excellentes interventions. Je vais prendre le privilège de demander à panel pour poser la première question à tout le monde ici. Ce ne sera pas de dire est-ce qu'il y a un pilier américain dans l'OTAN et si ça, c'est tabou. Je vais garder cette question-là pour la rhétorique. Non, ce serait de revenir sur l'élément des dernières semaines. Donc, par rapport à la relation transatlantique, on l'a évoqué, mais on ne l'a pas approfondi, c'est-à-dire l'attaque en règle contre ses alliés. L'attaque contre le Canada, elle est économique. Il a dit on veut utiliser la force économique pour faire plier pour les concessions, notamment à la frontière, mais aussi commerciale. Mais l'autre, il y a une menace militaire qui est dirigée contre un allié de l'OTAN, à savoir le Danemark. J'aimerais vous entendre là-dessus. Quelle est la logique derrière cette menace de Trump envers le Danemark, répétée à plusieurs reprises, et qui donc ne semble pas être simplement un tweet, mais une réflexion profonde. Quelle est la logique derrière? Quelle est sa probabilité de mise en œuvre? Et ses conséquences, même si elle n'est pas mise en œuvre et qu'il n'y a pas un porte-avions américain qui s'approcherait du Groenland, déjà, ce n'est pas possible, les autres, mais quelles seraient les conséquences de ce que vous jugez comme étant le scénario le plus probable dans l'éventuelle ou possible mise en œuvre de cette menace-là? Peut-être aller continuer dans l'ordre de la panel avec vous, Elena, pour débuter. Deux réflexions sur les deux questions. Je me permets aussi de me référer au European Pillar aussi, bien si c'est Sven qui a commencé. J'ai l'impression qu'il y a deux choses. Un, c'est le mental shift, le changement mental que signifie parler ouvertement, officiellement d'un pilier européen dans l'OTAN. Ça, c'est une chose. Et parler de ça change beaucoup de choses aussi dans le cadre de l'OTAN et je crois que c'est un peu difficile
de faire cela et d'accepter, c'est tout un narratif. Mais pratiquement, j'ai l'impression, de nouveau, mon impression, pas de l'institution où je travaille, que si toutes les initiatives de défense qui sont sur la table à ce moment-là, au cadre de la défense européenne, se réalisent, et puis si plus de financement européen va dans ce dédié à ces initiatives, dans 5, 6, 7, 8 ans, avec plus de financement, plus d'intégration, plus d'interopérabilité, plus de command and control partagé dans l'Union européenne, entre les 27. De facto, il y a élément de quelque chose qui est un peu européen dans le temps. Alors, j'ai l'impression que ça dépend aussi du trajectoire et du trajet de l'implémentation de la politique de défense dans l'Union européenne et du financement qui ira là. Et puis, de facto, de jure, il y aura quelque chose qui semble un pilier européen dans le temps. Par rapport à l'autre question, j'ai l'impression que peut-être, parce que, c'était David qui a parlé de ça, il a dit, Donald Trump est un populiste et il est aussi un businessman. Et je crois donc chaque action qu'on voit de la part de Trump, on doit voir, c'est le populiste ou c'est le businessman qui agit maintenant? Parce qu'on doit se rappeler d'une chose, le businessman ne plaît pas aux personnes. Le populiste plaît. Alors, l'objectif du populiste est de faire des choses que tout le monde dit oui, on veut ça. L'objectif du businessman est de faire des choses seulement pour l'intérêt de l'entreprise, même si toutes les personnes critiquent. Alors, chaque action de Trump, on doit voir c'est quoi ça. Et je pourrais imaginer que cette action dans la Groenland, c'est une manière de dire il doit avoir plus de défense, plus de sécurité par rapport à ce que la Chine et la Russie et les autres acteurs font là, même pour le canal de Panama, et voir comment ça va dérouler. Alors, je voudrais peut-être poser la réflexion que ça, c'est un test de la réponse, de la même manière qu'il dit, si vous ne dépensez pas 5% pour le temps, je vais faire X, Y, Z. De la même manière, c'est peut-être un test pour voir, parce que si c'est possible de sauvegarder ce qui se passe avec l'influence des autres puissances, mais vraiment, je ne sais pas. C'est seulement pour dire, pour une réflexion que j'ai eue entre plusieurs autres, mais de l'autre côté, très inquiétant, naturellement, ce qui se passe. Merci. David, businessman ou populiste? Les deux, je pense. Mais effectivement, je suis d'accord avec Elena sur le Groenland. On peut voir ça comme une façon d'entamer une négociation. On commence par mettre un coup de poing dans le ventre avec le groupe d'États avec lesquels on veut négocier, en l'occurrence les Européens, peut-être sur d'autres sujets commerciaux, ainsi de suite. C'est une bonne façon de déstabiliser les Européens de prétendre prendre le Groenland. Ce que je note quand même, c'est qu'il semble y avoir une focale sur l'Amérique en tant que continent, puisque tous les exemples donnés, le Groenland, bon, pas le Groenland, mais c'est-à-dire le Panama, le Canada, donc un recentrage, on s'attendait à une obsession chinoise de Donald Trump. Pour l'instant, il parle beaucoup, je trouve, du continent américain. Mais je pense que, pour répondre à la question, ça reflète, c'est ce que disait Sven tout à l'heure, c'est-à-dire un retour à la géopolitique. On a beaucoup dit dans la relation transatlantique, reproché notamment à la Russie de penser en termes de sphère d'influence. Effectivement, une prétention inadmissible aux Russes à dicter les choix politiques et géopolitiques de l'Ukraine. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, maintenant, Washington considère que les États-Unis peuvent et doivent avoir une sphère d'influence. Et quand on parle avec des Turcs, avec des Indiens, avec des Chinois, ils pensent tous en termes de sphère d'influence. Donc peut-être que la sphère d'influence, c'est quelque chose du 19e siècle, mais il semblerait que les Européens étaient les seuls dans le 19e siècle de ce point de vue-là. Et ça risque de nous jouer des tours. Et dernier point là-dessus, je pense aussi que cet exemple du Groenland est intéressant parce qu'il illustre le fait que, parce que ça serait une approche transactionnelle de la part de l'administration Trump, ce sera rapport de force contre rapport de force, levier contre levier. Et si au niveau européen, on se prépare un rapport de force sur les questions commerciales depuis un moment, sur les questions de sécurité, à cause de tout ce qui a été dit avant, nous n'avons pas vraiment de levier à opposer
à l'administration de Trump, et donc nous ne pouvons pas vraiment répondre à ce genre de provocation. D'ailleurs, je n'ai pas vu beaucoup de réactions communes européennes sur le sujet du Groenland. Peut-être que je les ai ratées. Non, je crois que ça aussi, c'est un tabou. Ça. Alexander? Alors, je pense que l'interprétation offerte par Elena est raisonnable, même si elle est un peu généreuse. Mais je pense que plutôt c'est un spectacle. C'est plutôt un spectacle pour les voteurs de MAGA. Trump fait beaucoup de choses sans penser. Il vit dans le moment. Je ne sais pas s'il pense actuellement au Groenland ou quoi. Nous sachions que c'est un président qui a 78 ans. Sa majorité au Congrès est la plus étroite depuis 1931. Et chaque année, il y a au moins 2 élections dans le Congrès. Donc, c'est bien possible qu'il perde sa majorité, même en 2025. Je serais optimiste pour les démocrates qu'ils regagnent une majorité dans la première chambre. Le Sénat, je ne sais pas, mais il y a 2 élections dans le Sénat en 2026. Je pense que le siège pour même, c'est en république. Il y a un autre siège aussi qu'on peut gagner par les démocrates. C'est-à-dire qu'il y a une haute possibilité que Trump devienne même date président plutôt que Jean pense. Mais il veut montrer qu'il a beaucoup de puissance, qu'il change le monde. Et des fois, nous faisons ça. On laisse penser que c'est un enfant qui peut faire n'importe quoi, même si les institutions fragiles ou robustes aux États-Unis sont de telle manière qu'il ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, tu suggères que pour prendre le Groenland, il faut la participation du Congrès. Oui, c'est ça. Chaque stratégie coûte cher. Merci. Ben. Ça, c'est possible, mais en même temps, est-ce que le programme de Trump n'est pas justement de changer la gouvernance de l'État? Est-ce qu'il acceptera d'être un lame duck president? Parfois, je compare son attitude et certains de ses types vis-à-vis de l'État avec les nazis qui venaient au pouvoir avec l'idée de démanteler l'administration étatique, de créer des agences ad hoc, Sonderbeamte, etc., etc. C'est un peu ce qu'il fait. Donc, est-ce qu'on est sûr qu'il va qu'il va accepter toutes les limitations légales? Honnêtement, je le crains. Je ne pense pas, je pense pas à un coup d'État, mais je pense plutôt à un scénario Orban. Je crains que c'est très possible. Voyons, ce n'est pas une prédiction, je ne m'exclus pas. Alors pourquoi ces menaces vis-à-vis du Canada, du Groenland? Honnêtement, je ne sais pas. Est-ce que c'est réfléchi, c'est pas réfléchi? Je demande les gens autour de lui. Est-ce qu'eux ont réfléchi sur les conséquences sur l'Alliance? Parce que déjà, le fait de le dire, au Kremlin, ils doivent rigoler du matin au soir. Parce que, donc, je ne sais pas, honnêtement. En tout cas, et là, je suis déçu aussi de la réaction européenne. Il y a eu quelques réactions individuelles, je pense, de Macron, de Scholz. Mais où est la réaction de l'Union européenne en tant que telle? Mais où est aussi la réaction de l'OTAN? Où est la réaction du secrétaire général de l'OTAN? On pense en a 2 semaines, n'est-ce pas? Les ministres de la Défense viennent ici à Bruxelles. J'ouvre maintenant la période de questions à l'ensemble de la salle. On va faire circuler un micro, puis passer le micro à la personne. S'adresser. Alors, je vous demanderai de vous présenter et de spécifier à qui s'adresse, à une ou plusieurs personnes, votre question. On va commencer ici, puis ensuite vous. Bonjour, merci beaucoup Alexandre Julien pour le coordinateur. Ma question, c'est plus particulièrement pour Sven Liskop.
Vous parliez de pilier européen de l'OTAN, d'autonomie stratégique, de besoin d'initiative sur ces questions-là. Si vous évoquiez ces sujets à Paris, on vous dirait, et vous dirait avec bonheur, que tout ça, c'est autant de choses qui ont été beaucoup impulsées à Paris, qui sont globalement des initiatives de la France depuis des années, dont il n'est pas par ailleurs un secret qu'elles ont été diversement appréciées à Bruxelles, à la fois à l'OTAN et dans l'UE, et que la manière française de faire les choses a souvent été modérément appréciée, disons, par les partenaires européens et otaniens sur ces questions-là. La question, c'est désormais, où il apparaît que c'est un constat de plus en plus largement partagé, est-ce que, selon vous, dans de nouvelle ambiance à Bruxelles, la France est toujours un bon candidat pour ça, ou est-ce qu'il y a encore, disons, un peu de tissu cicatriciel sur ces dissensions depuis un certain nombre d'années, sur ces initiatives que la France a parfois essayé de faire de manière plus ou moins diplomatique avec ses partenaires? Bon, je pense, moi je vois la France plutôt comme un obstacle vers le projet d'un pilier européen longtemps. Moi je ne pense pas que c'est ça que la France a jamais essayé de faire, plutôt le contraire. Hein. Ça a été l'idée au début des années 90, European Security and Defense Identity au sein de l'OTAN, mais finalement on a opté pour une solution UE, la PCSD. Mais finalement, c'est un échec d'un point de vue de planification, d'un point de vue capacitaire. La politique commune de sécurité et défense est un échec presque total. Il n'y a que le volet opérationnel qui marche. Bon, ce n'est pas la faute de la France que c'est un échec total, mais je trouve aussi que la France, finalement, n'a jamais vraiment défini ce qu'elle voulait. Et parce que cette politique voulait l'intégration, mais finalement, la France est le pays qui a toujours voulu garder tout ça intergouvernemental. Un général belge me disait à un moment, la France est en même temps le plus grand promoteur de la défense européenne et le plus grand obstacle. Il y a un peu de vérité dans ça, je trouve. Donc, je pense maintenant c'est plutôt un constat de fait que ce qu'on a essayé du côté européen avec le Headline Goal Process, le Capability Development Plan et tout ça, ça mène à rien, mais strictement rien. Mais le problème reste là. Toutes les forces armées européennes ensemble ne sont pas une force cohérente. Donc, comment va-t-on résoudre ça? La seule alternative que je vois, c'est qu'on le fait sous le drapeau otanien. Ça, c'est le paradoxe. Pourquoi ça a été un échec du côté européen? Je pense, une des raisons primordiales, c'est que finalement, les Européens n'ont pas confiance dans aucun cadre militaire où les Américains ne sont pas impliqués. Même si un pays européen est en même temps une assurance pour le scénario où les Américains s'en vont, mais sans les Américains, ça ne va pas marcher. C'est le paradoxe qu'on va résoudre. Merci. Oui, Frédéric Moreau, avocat au barreau de Bruxelles et chercheur associé à l'IRIS. La première question va pour vous, M. Basile. À quand le Canada va-t-il officialiser sa demande d'adhésion à l'Union européenne? Non, je blague. Le papier aujourd'hui. Voilà. Merci à Elena d'avoir rappelé que les relations transatlantiques, c'est pas qu'avec les États-Unis. Au professeur Cadier, la nécessité de notre logiciel transatlantique, et monsieur Lamnowska aussi, pour ses impressions sur le déjà-vu. Justement, le déjà-vu, Sven, c'est intéressant, tu as cité Thucydide, les forts doivent faire ce qu'ils veulent et les faibles doivent subir. C'est une citation qui est citée lorsqu'il y a eu la transformation de la Ligue de Délos, par raison avec l'OTAN, en empire athénien. Et cette phrase est extraite du moment où Athènes écrase l'île de Milos parce qu'elle n'a pas payé le tribut. Donc on en est exactement là dans notre relation transatlantique, c'est-à-dire qu'on bascule d'un protectorat à un empire. Alors businessman, je ne suis pas sûr. Showman, oui, ça c'est clair. Oui, c'est un showman, il a échoué tous ses business, mais il y a une chose qu'il sait faire, c'est faire le show, et il est populiste, et maintenant il est aussi impérialiste. Moi, très sincèrement, alors les nazis, bon, ok, il y a des éléments, il me fait plutôt penser à Caracalla. C'est vraiment la décadence de l'Empire. Bref, ma question c'est,
le vrai obstacle qu'on appelle pilier européen, qu'on appelle défense européenne, qu'on appelle autonomie stratégique, en réalité, c'est l'aptitude à décider ensemble. Il n'y aura pas de planification capacitaire européenne sans au-dessus une espèce de directoire, appelons-le comme on veut, qui soit capable de décider. Or, la France est toujours opposée au nom de l'intergouvernementalisme. Il y a encore un article de Nicole Dessodo qui dit surtout jamais renoncer au droit de veto, ça c'est pas possible. Bon, donc à ce compte-là, on ne va jamais y arriver. Ma question s'adresse à vous tous. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une chance qu'on passe de la coopération à l'intégration européenne en matière de défense? Et est-ce que c'est compatible avec le Canada dans l'Union européenne? Voilà. Qui veut commencer peut-être à répondre à cette question? Excusez-moi, j'étais long. Et là? C'est ça. Je pense que toi. Non. Bon. Non, je pensais sur les Athéniens et le Milos, c'est le centre du CDC aussi. Mais en fait, ça, c'est à côté. Je crois que Zen a dit qu'il y a beaucoup qui va changer dans la manière que peut-être les Américains comprennent la démocratie et le processus de décision dans le système américain. Je crois qu'il a raison, il a une grande raison là. C'est pas seulement Donald Trump qui va décider ça. On doit voir aussi si le followership de Donald Trump, si le public ont commencé à penser d'une manière différente sur le processus de prise de décision et de gouvernance. Pour moi, nous sommes à un moment paradigmatique dans le changement de la gouvernance dans les démocraties. Et je dis ça parce que dans l'autre côté de l'Atlantique ici, on a beaucoup de discussions sur le processus de prise de décision. Et je crains, I'm worried, que l'influence normative du fait que des États-Unis va avoir un impact sur l'intention de l'Union européenne de s'intégrer, dans le sens que quelques gouvernements vont aussi penser que la souveraineté et la capacité de maintenir le pouvoir de décision dans un small circle ou dans la personnalité du leader de l'État, c'est une chose qu'on voit maintenant. Hein. Et alors ça, c'est complètement opposé à l'idée de la qualified majority voting ou de plusieurs intégrations. Alors j'ai peur que pour le moment, on est un peu dans un moment congelé. C'est vraiment, je ne dis pas ça avec certitude, mais je vois une tendance globale des leaders se penser, c'est mieux si je retiens au niveau plus haut possible la capacité de décider. Aussi parce que dans un monde très transactionnel, ça c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour la transaction, hein, la capacité d'influencer et de décider. Alors, malheureusement, je crois que ce n'est pas le moment. De l'autre côté, intégration en matière de défense, je sais mieux que moi, ça peut avoir du progrès avec plusieurs manières créatives. Alors, mais au niveau de decision making, je vois la tendance globale comme ça. Alors, je ne sais pas si l'Union européenne pourrait aller dans une autre direction. Quelqu'un veut ajouter un mot? Je pense que si la question était est-ce que Trump est plutôt Caracalla que Caligula, ça aurait été plus facile à répondre que les perspectives d'intégration en matière de défense européenne. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que l'édit de Caracalla corresponde à la pratique de Trump de ramener des migrants à la frontière avec le Mexique, mais c'est une autre question. Sur ces points, je pense quand même que, alors, je suis tout à fait avec vous sur les obstacles, les difficultés que la France peut poser à cette intégration, mais je pense aussi que l'atlantisme comme idéologie a été un obstacle à l'intégration en matière de défense européenne. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait sembler suggérer qu'on faisait des choses, vous avez dit, sans les Américains, a parfois été rejeté de manière presque atavique par certains pays. La question du pilier européen de l'OTAN, je vois ça comme c'est un de ces nouveaux concepts qu'on essaye d'avoir suffisamment creux pour que tous les Européens puissent s'y rattacher.
c'est comme la résilience, c'est comme l'Europe géopolitique, c'est cette ambiguïté constructive qui fait qu'on peut essayer de le définir. Chaque Européen peut le définir un peu comme il veut. Mais l'autonomie stratégique, je me souviens que ne serait-ce que le concept provoquait des réactions allergiques, comme si le but devait être d'être dépendant et non stratégique. Mais pourquoi? Parce que, bon, déjà, le fait que la Chine et la Russie se soient réclamées de l'autonomie stratégique de l'Europe n'a pas contribué vraiment à vendre ce concept. Mais au-delà de ça, c'est parce qu'on voyait effectivement un projet français de mettre à distance les États-Unis. Et donc, je pense que justement, les changements que Trump va induire par sa pratique dans la texture de la relation transatlantique va mettre à mal l'Atlantique comme idéologie et va peut-être amener à des changements. Mais plus encore que Trump, c'est évidemment Vladimir Poutine qui va peut-être changer les choses. Parce que là où je vois, moi, des changements sur l'autonomie stratégique, là où l'Europe géopolitique, c'est notamment en Europe centrale. Quand on regarde les déclarations des dirigeants tchèques ou polonais il y a 2 dernières années, c'est justement, il y a beaucoup plus d'ouverture à l'idée de faire plus de choses entre Européens. Alors, ça ne veut pas dire abandonner la relation avec les États-Unis, mais c'est également d'avoir des assurances en plus pour faire des choses entre Européens. Donc, peut-être que coincé entre Poutine et Trump, on peut être un peu moins pessimiste sur les perspectives de faire davantage en termes de défense, mais je pense qu'avant même de penser en termes de directoire, il faut penser en termes de coalition. Et c'est pour ça que ce qu'on peut faire ensemble, un groupe de coalition alors, coalition des déterminés, c'est le mot, c'est une traduction qui est en cours, mais si je reprends cet exemple de l'idée de force expéditionnaire en Ukraine, c'est un exemple où ce serait simplement quelques pays européens qui y seraient, et de façon intéressante. D'ailleurs, pour l'instant, la Pologne est plutôt réticente, justement parce qu'il n'y aurait pas assez de garanties américaines. Donc on revient à ce lien entre faire des choses ensemble et que faire par rapport à cette relation de garantie américaine. Merci. Je vais prendre 2 questions pour attendre. Donc, monsieur et monsieur. Bonjour, Romain Lequino, je suis cofondateur d'Eurocréatif, qui est une plateforme de réflexion française sur les pays d'Europe centrale et orientale. Merci beaucoup pour cette discussion. Ma question est plutôt sur le leadership européen. D'un côté, le leadership européen vu par les Européens, c'est déjà une question qui a été abordée notamment par M. Biscop, mais aussi une autre dimension qui est le leadership européen vu par les Américains, notamment par l'administration Trump. Et sur la première dimension, je pense que ça a été dit aussi qu'il y a un leadership européen qui est un petit peu inexistant, en tout cas sur le pilier européen de l'OTAN, qui est difficile. Mais en tout cas, on voit aujourd'hui qu'il y a un grand problème. La France est dans une situation de crise politique, d'instabilité politique qui perdurera, qu'on le veuille ou non. L'Allemagne a une situation économique qui est plus compliquée. Mais en tout cas, et l'Europe centrale, l'Europe orientale, ça a été dit. Mais aujourd'hui, la Pologne non plus n'est pas capable de faire ce leadership. Sur le côté américain, je pense qu'il y a une situation intéressante à faire entre MAGA, le mouvement de Trump, qui, on le sait, a des relations extrêmement importantes en Europe, avec plusieurs partis, avec le PS, avec Vučić, etc., et une partie plus systémique des Républicains, notamment M. Rubio, et c'est intéressant de voir qui M. Rubio a appelé le premier, Monsieur Sikorski notamment, et c'est assez intéressant, notamment sachant les relations de M. Sikorski personnelles. Comment est-ce qu'on voit ça? Est-ce que ce seront plutôt les Trumpistes qui vont gagner? Est-ce que ce seront plutôt les républicains qui gagneront dans la quête, dans la vision du leadership européen? Et comment est-ce que finalement ça peut faire évoluer cette relation transatlantique? Merci. Merci. On entend toutes les questions. Est-ce que, pardon, vous adressez votre question à tout le monde? Peut-être plus M. Cavier qui a parlé un peu plus politique, mais après c'est... D'accord. Bonjour, Laurie de Brabant de l'association de Jeunesse Atlantique de Belgique. C'est un Biscop qui a parlé au sujet de troupes européennes à l'Ukraine, institutionnelles, la Pologne, la France, l'Angleterre et les autres. Moi, je demande un petit peu, est-ce qu'il y a un soutien domestique pour cela? Est-ce que ces pays sont vraiment capables d'envoyer des troupes en Ukraine? Je pense notamment aux Pologne. Pologne est un grand défenseur de l'Ukraine. On a vu que la relation historique, et me doute si l'Ukraine a envoyé des troupes même en Ukraine. Alors, moi, je pense que le Polonais regarde plutôt
vers le français. Et dans ce cas-là, je me demande le français, qu'est-ce qu'ils vont faire. On va aussi monter un peu ça de rassemblement national avec toutes les sélections qui viennent, parce que les Européens sont vraiment prêts à envoyer le plus à le thème. Merci, monsieur. Je vais vous donner la parole à tous pour un dernier mot, donc 2 minutes avant de terminer. Elena, d'abord, pour ces questions, vous voulez ajouter quelque chose? Pour répondre à quelque chose, je devrais dire? Bon, sur le leadership, peut-être pour les armées, je laisse représenter en français. Le leadership américain, pardon, le leadership européen vu de l'Europe, c'est un peu compliqué en fait, parce que quand on parle de leadership, oui, c'est facile de parler des idées, de narratifs, mais il y a des composants de leadership qu'on doit prendre en compte. Par exemple, est-ce que c'est le leadership d'être un grand contributeur financier à des choses, à des organisations, initiatives multilatérales? Si on regarde, par exemple, la contribution de l'Union européenne et les États membres, par exemple, à la comité d'honneur de la OECD, la contribution européenne aux institutions de l'ONU. Si on regarde, par exemple, plusieurs États membres de l'Union européenne qui font partie de processus de médiation, de initiatives globales pour la santé, parfois, quand on parle de leadership, on ne pense pas à l'image globale, mais c'est important et ça c'est intéressant quand on travaille dans les institutions, qu'on pense beaucoup au nitty-gritty. Et là, il y a des composants on ne parle pas beaucoup parfois dans les événements comme ça. Alors, je dis cela parce que maintenant, nous avons une retraite des États-Unis de plusieurs de ces initiatives. Les États-Unis étant, par exemple, le plus grand donneur globalement, le plus grand donneur financier au système de l'ONU. Si l'Union européenne continue à faire la politique externe que l'Union fait, je crois que c'est un leader. C'est un leader parce que c'est un système entier multilatéral qui l'Union européenne supporte et qui aide et qui aide la maintenance de la paix et du développement. C'est l'image de l'Union européenne comme leader. Et là, ça c'est une grande question. On a vu quelques opinion polls et ça c'est aussi une décision stratégique de comment communiquer ce qui signifie leadership. Parce qu'au moment maintenant, nous sommes dans un très différent moment. Par exemple, 10 ans avant, on disait soft power is leadership. Maintenant, on a oublié cela. On doit penser un peu c'est quoi c'est leadership. En matière de défense, c'est une chose différente. On a cette discussion sur les États-Unis, les OTAN, l'Union européenne, les initiatives qui sont petites, n'avancent pas rapidement. Mais en général, leadership, pour moi, c'est une très grande discussion. Si vous me permettez, une chose que je voudrais dire avant, parce que c'est le dernier moment que j'ai le micro, parce que Sven a dit quelque chose et je veux mettre pour un moment mon chapeau grec ici. Athènes a été mentionné. Pour moi, comme grec, vraiment comme grec, la réaction de l'OTAN à la situation en Groenland, je n'ai pas trouvé bizarre. Parce qu'en Grèce, il y a toujours la discussion, qu'est-ce qu'on fait quand un membre de l'OTAN menace l'autre membre de l'OTAN avec une intervention militaire, ok? Rien. Alors, je crois dans cette situation, l'OTAN est très consistant. La question est, qu'est-ce que l'Union européenne va faire? Merci beaucoup. Je peux répondre à la deuxième question, celle qui porte sur la question de la Pologne en Ukraine. Comme quelqu'un a marqué, la Pologne ne peut pas être impliquée directement en Ukraine sans avoir l'appui des États-Unis. Je sais que la Pologne a une réputation d'être pas responsable, téméraire, trop ressourceux pour son bien. Mais franchement, on constate que la Pologne préfère consulter ses alliés, même depuis 2020, avant. Chaque fois qu'il y a une crise qui touche directement la Pologne, il y a un effort pour rassembler les membres de l'OTAN en invoquant l'article 4
Donc, sans avoir l'appui cadre de l'OTAN, je n'imagine pas que la Pologne sera engagée. Je dois libérer Sven à midi, donc je vais laisser intervenir d'abord et ensuite on va terminer avec David. Je vais être bref, non. C'est très bien que ce n'est pas acquis du tout que les pays européens donneront une garantie de sécurité à l'Ukraine. Mais le moment arrive où on doit se réaliser quelles sont les implications de nos décisions. Hein. On a fait de l'Ukraine un pays candidat et ça doit dire quelque chose. Hein. Si ça ne veut rien dire, ça nuit à la crédibilité de tout le projet européen. Donc, il n'y a que deux options. Ou bien on donne une garantie de sécurité à l'Ukraine, ou on termine le processus d'adhésion à l'Union européenne. Mais on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Donc, on devra choisir. C'est plus simple comme ça. Et sur ce mot, je dois m'en aller. Désolé. D'accord, merci beaucoup. Merci. Sur la question du leadership européen, je me demande quand même si les Européens ne passent pas trop de temps à se demander qui est le leader et on ne devrait pas davantage faire parce qu'en fonction du dossier, par exemple, l'initiative tchèque sur les munitions, c'est un exemple d'une idée concrète intéressante qui avançait. Par contre, là où je suis vraiment d'accord avec vous, vous faites bien de souligner le rôle des conseillers autour de Trump. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore assez abordé, mais le rôle du président américain, c'est vraiment d'être au bout d'une table et de faire la part des choses entre les conseils qui viennent du Pentagone, qui viennent du département d'État, mais aussi qui viennent de ses propres conseillers. Et donc, effectivement, en fonction du conseiller, ils vont avoir une relation privilégiée avec différentes personnes en Europe. Intéressant, effectivement, que Rubio appelle Sikorski. Vance aurait probablement appelé Orban, plutôt. Ce que n'aurait pas fait Mike Waltz, parce qu'il n'aimerait pas la position d'Orban sur la Chine. Donc, je pense qu'il faut quand même essayer de voir comment, en fait, les luttes intestines, les luttes entre les factions, entre les conseillers de Trump vont aboutir. Et on sait du livre de Bob Woodward, d'autant plus que Trump avait une patience assez limitée pour écouter les conseils de ses conseillers, ne souhaitait pas avoir des notes de synthèse trop détaillées, préférait des dessins ou des cartes. Et qu'il avait tendance à faire ce que le dernier conseiller conseillait de faire, et donc chaque conseiller essayait de parler en dernier. Donc je pense qu'on va avoir un petit peu de ça. Mais la question des conseillers m'amène à la conclusion, peut-être pour un peu m'inscrire en faux à ce que j'ai entendu, selon moi, Trump 2 va être différent que Trump 1, précisément si on pense à la question des conseillers, parce que Trump est beaucoup plus préparé que la première fois. Les nominations ont été mises en œuvre beaucoup plus rapidement que la première fois. Contrairement au premier mandat, il y a des think tanks, notamment la Heritage à Washington, qui ont travaillé pour formuler des idées pour la politique étrangère américaine. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup plus d'effets sur la politique étrangère américaine que dans Trump 1, mais c'est évidemment simplement une spéculation. Mais encore une fois, il y a plus de préparation, il y a des conseillers plus aguerris, et surtout, il y a un peu un retour avec une vengeance de Donald Trump qui considère qu'on lui a volé l'élection 2020 et qui va faire payer ça à tout le monde. Voilà. Mais je vais me permettre d'ajouter quelque chose. Sur la Russie, on voit quel conseiller a le plus d'influence. Qui a imaginé que dans les premiers jours de sa prise de pouvoir, Donald Trump menacerait d'imposer des sanctions contre la Russie pour le faire négocier? Lequel des conseillers? Keith Keller. C'est celui-là qui, il y a quelques mois, a publié en disant si vous voulez forcer Poutine à la table des négociations, il va falloir user de levier. Il ne va pas juste venir volontairement parce que vous avez retiré l'idée d'adhésion de l'OTAN. Ce n'est pas pour ça que il y a représentant en Ukraine. Et je pense qu'avec cette menace-là qui a été propagée et répétée depuis, on voit peut-être laquelle des personnes dans son entourage, au moins sur la question ukrainienne, a de l'influence sur sa prise de décision. Sur ce, nous avons une pause déjeuner d'1h30. On reprend donc à 13h30. Merci beaucoup à tous.